Boeing, bah en fait, il faut que tu passes par telle compagnie et tout ça. Enfin, c'était tout un truc parce que vraiment, il y a des gens qui sont morts, quoi. Voilà. Ambiance. On commence comme ça l'épisode. Et bonne année. Et bonne année. Et gens morts. Et Boeing année. En plus, c'est traître parce qu'il est pas 21h, il est 20h59. Oui, j'avoue. Je suis fourbe, voyez-vous. Ouais. Je suis fourbe. Ah là 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 là. Bon. Bah bonsoir, hein. Oui, bah bonsoir. Parce qu'au programme cette semaine, nous sommes 3. Mais Comme le chiffre. plus une, mais en différé, En à duplex. distance, en duplex, en télétravail, en tout ce que tu veux. Mais attention, elle a bossé alors qu'elle était en vacances. Et ça, C'est c'est vrai. très très fort. Moi, je l'aurais pas fait. Hein. Non, non plus. Ah bah oui, bah voilà. Comme ça, bah, on sait. Hein. On sait qui est l'élite et qui ne l'est pas. Bon, on n'a jamais dit le contraire. Alors là. Mais en tout cas, il y aura des livres, de la série et un parc d'attractions pour cet épisode 17 de l'hebdo de Culture Club Sandwich. Et c'est parti pour le générique. Ça fait quand même quelques semaines qu'il part tout de suite. Il part plus vite qu'un peu. Mais le Airbus et Superbus, ça n'a rien à voir par contre. Il y en a un qui fait moins mal aux oreilles que l'autre. Et puis je pense qu'il y en a un qui fait Bom Chicka Bow Wow. Voilà. Et là, il n'a pas la référence, Mathieu. Il est trop jeune. Il connaît Non. pas Superbus. Bah si, et Bom Chico Wow, mais pas jusqu'au lac où ça monte sur mon cerveau, ça fait des associations d'idées avec la chimie Oui, ça des mousse. neurones. Ouais, non. Tu connais ça, hein. Ouais, oui, voilà. Bon. Hein Avec moi pour... Ouais. Hein Ouais. 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 Une heure de... Hein. Tu sais très bien Ça que fait- je pourrais. On se sait. Ouais. Bonsoir. Je suppose que cette imitation, c'est Mitterrand qui revient de D'outre-tombe. Boeing. Bah encore, j'étais pas né. Super. Oh. C'est vrai, ça. Putain. Non, ne pense pas à ça. Non, mais le côté vieillesse, tout ça, voilà, quand t'as un enfant qui vient d'avoir 10 ans, tu dis, waouh! Aïe, aïe, aïe. Et quand tu sais que cette année, tu fêtes un anniversaire qui est le nombre, qui est l'explication du sens de la vie. Ah oui. Voilà, ça fait mal. Ça fait mal, en tout cas. Bon, Elodie et Mathieu sont avec moi pour cet épisode 17. Oui! Comment vous allez bien? Oui. Ben, on va bien. Ça va. Il Et me- toi, comment vas-tu? C'est vrai qu'on te Ça le demande va pas. Non, me le demande pas. Ouais, t'es là. C'est parce qu'on ça c'est parce qu'on s'en fout. va. Et- ah. Oh, un peu T'aurais de pu trouver un sincérité. truc mignon à dire, mais non. Un peu de Non. sincérité, c'est pas mal. C'est pas mal. Oh non. Mais non, c'est pas vrai parce que j'ai demandé. Ouais. Non, ça va. Ça va. Ça va? Ouais. Oui, j'ai failli vomir mon repas de midi. En Non, regardant ça tu ma peux en télévision, pas. mais, C'est pour ça qu'on demande pas. Non, mais voilà, je vous préviens. Et ce que disait Sophie sur le groupe WhatsApp à propos de ma recommandation qui est The Pit. Ouais, effectivement, Ouais, faut pas manger devant, quoi, d'accord. le premier épisode surtout. Oh, Sur écoutez, le- j'ai regardé Tchernobyl en mangeant. Tout faire. Tchernobyl, oui. Tchernobyl. Fais pas de blague, fais pas de blague. Non, arrête-toi là. Non, mais je suis en train de chercher. Est-ce que. Non. Ouais, non. Vu ce que j'ai vu dans The Pit, Tchernobyl à côté, c'est les bisounours. D'accord, bah je vous dirai d'ici 2 à 3 ans quand j'aurai regardé The voilà. Pit. Voilà. Si Culture Club Sandwich existe toujours à ce moment-là, tu te rends compte de ce Oh. qu'il nous fait. On a tenu quasiment 10 ans de Monsieur Serial Friends. Oui, on a tenu quasiment 10 ans, effectivement, et puis on a aussi tenu plusieurs épisodes de façon régulière avec maintenant des personnes qui font les news à distance. C'est fou, Et, ça. j'en invoque le fichier MP3 de Sarah qui nous a fait ça à distance, avec beaucoup d'amour et beaucoup de professionnalisme. Donc l'actu, c'est parti.
C'est parti pour les news de la semaine. On va reprendre les news des 2 dernières semaines. Tout d'abord, je vous souhaite une très bonne année 2025. J'espère que vous avez tous passé de belles fêtes et que 2025 sera pleine de surprises. Bonne année, Sarah! Belles choses d'un point de vue culturel et puis aussi perso, pro, tout ce que vous voulez. Et côté news, on va commencer avec du cinéma, puisque là, on vient d'apprendre le nouveau casting du prochain Nolan qui va traiter de l'Odyssée. On avait déjà annoncé quelques noms il y a quelques semaines. Je crois que c'était Zendaya et Tom Holland. Et là, c'est donc Robert Pattinson, Matt Damon, Lupita Nyong'o, Anna Thaoué, Charlize Theron qui vont donc compléter les premières annonces. Le film est prévu pour le 17 juillet 2026. On a encore un petit peu de temps d'ici là. Mauvaise nouvelle, puisque Benoît Alman, l'iconique comédien de doublage, nous a quitté le 5 janvier. Si on le connaît surtout pour être le doubleur officiel de Morgan Freeman, on se souvient aussi, surtout, de son rôle de Baloo chez Disney et de son Père Noël, puisque c'est Benoît qui a prêté sa voix justement au Père Noël pour la chaîne du Père Noël pendant des années. Il nous a quitté le 5 janvier. Alors, il faut juste savoir un truc, c'est qu'apparemment, le numéro du Père Noël, si tu l'appelles en dehors de la période, c'est un téléphone rose. Voilà. Je vais essayer tout de suite. Je vous redis à la fin de l'épisode. J'ai pas essayé, mais j'ai lu cette rumeur et je trouve ça super drôle. Mais justement, on en parlait à Noël qu'avant on était matraqué de la pub pour appeler le Père Noël et là, il y en a plus. On se demandait si ça existait encore, en fait. Et je crois que maintenant, il a un site internet. Oh, il est moderne, le Père Noël, quand même. Il a peut-être même un Skyblog. Il a... Ah, peut-être. Un Snap. Il a un Snap. Il deal dessus. Vas-y, passe ton Snap, Pernod. Et on passe côté prix, puisqu'il y a eu la cérémonie des Golden Globes, la 82e cérémonie qui a eu lieu aussi début janvier. Grosse razzia pour Emilia Pérez, le film de Jacques Audiard, qui a remporté le prix de la meilleure comédie musicale. La pépite Flo, dont Mathieu vous a parlé il y a quelques mois, a remporté le prix du meilleur film d'animation. Et de Brutalis, qui n'est pas encore sorti en salle en France, le meilleur drame. Et on reste du coup toujours côté Golden Globes, mais on va passer aux séries, puisque il y a plusieurs statuettes qui ont remercié justement les shows cette année du petit écran. Shogun repart avec le prix de la meilleure série dramatique. Axe, la meilleure série comique, je crois que c'est la 2e année d'affilée d'ailleurs, et Mon Petit Reine, la série Netflix, pour la meilleure mini-série. On reste toujours côté série. Retour en arrière pour Euphoria saison 3, finalement, qui n'est plus annulée. Je vais annoncer une annulation, en tout cas des rumeurs d'annulation il y a quelques semaines. Et là, ils viennent d'annoncer que le tournage va commencer incessamment sous peu, en janvier 2025. Bon, on a un petit peu de mal à suivre. On est quand même content qu'on puisse quand même clôturer cette série qui, pour le coup, quand elle est sortie, avait plutôt bien marché sur la plateforme. Je la coupe. Mais ça dépend si c'est tourné pour l'instant à Los Angeles. Hein, parce que là, pour l'instant. Après, ça dépend ce qu'ils veulent tourner. On peut faire une dystopie. En même temps, tu sais, ça fait à peu près un an qu'on dit un coup c'est bon, un coup c'est pas bon. Et en fait, finalement, à mon avis, ça sortira jamais parce que de toute façon, tout le monde est parti tourner ailleurs. Donc, ouais, c'est ça. Moi, je pense que ça... Euphoria. Je pensais que ça se ferait pas, et s'ils annoncent le temps, ça fait plusieurs acteurs qui disent que c'est prévu pour janvier, donc peut-être les feux se dérangent. Je pense qu'il y aura une saison 3, c'est sûr, ça sera la dernière, vu les contrats, mais ça sera un casting réduit, c'est évident. Ouais, puis on va se retrouver avec un téléfilm, tu vois. Mais réduit comment? Juste le haut, juste le bas Sur Euphoria, c'est plutôt juste le bas en général. Juste le bas, ouais. D'accord. Et avec plus de 68 millions de vues en 5 jours, la saison 2 de Squid Game serait la série la plus regardée de tous les temps sur Netflix. La série coréenne a battu tous les records sur la plateforme dans le monde entier, pas uniquement en France ou aux États-Unis. Et donc, ils ont déjà annoncé la 3e saison prévue pour 2025, puisque cette fois... Oui. Moi, le seul truc qui est bien sur Squid Game, c'est que ça a permis à RuPaul's Drag Race saison 17 de faire une introduction incroyable en faisant une parodie de Squid Game. Je vous invite à la regarder sur YouTube. C'est des drag queens qui se prennent des tartes à la crème dans la gueule à répétition. C'est du génie. C'est de la crème. Cette fois, on va avoir un petit peu moins d'attente. Côté jeux vidéo, nouveau coup de tonnerre chez Ubisoft avec le nouveau décalage d'Assassin's Creed Shadows, c'est hyper dur à prononcer rapidement, puisqu'il est désormais daté au 20 mars. Le nouvel opus devait sortir mi-novembre, il avait été décalé une première fois au 14 février, mais là il repasse au 20 mars. Alors il y a quelques images d'un nouveau gameplay qui sont sorties, qui rassurent vachement les fans, donc on espère que c'est vraiment pour justement nous proposer le meilleur jeu possible. Par
contre, moi, ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est que Domino's Pizza, sur Facebook, a réagi à ça en disant vous avez besoin d'aide pour amener les choses à temps. Et Assassin's Creed a répondu derrière ok, on se fait une soirée pizza le 20 mars, genre bon joueur. Ouais. Toujours côté rumeur, Microsoft plancherait sur une nouvelle console pour fin 2026. Xbox Prime. Alors là, encore des rumeurs qui vont bon train dans les coulisses. Et ce serait justement un jeu Call of Duty, donc celui qui sera sur 2026, qui sera le jeu de lancement de la nouvelle console. Alors, c'est pas une grosse révélation, puisque depuis les leaks post-rachat d'Activision Blizzard, on savait qu'il y aurait une nouvelle console hybride chez Microsoft et que c'était dans les pipes, mais plutôt pour 2028. Donc là, ils essaieraient peut-être de prendre de l'avance avec une sortie un peu plus tôt, probablement pour concurrencer PlayStation, puisque Xbox n'a pas sorti d'une version pro de leur côté. Affaire à suivre. Et toujours côté... Et surtout, ils galèrent pas mal sur cette génération de consoles aussi, donc forcément. C'est compliqué les consoles de toute façon en ce moment. Oui, toutes. C'est Xbox au final. Énorme succès pour Indiana Jones et le Cercle Ancien, qui était lors de sa semaine de... Qui n'est pas l'anus d'une vieille dame. Oh, ou d'un vieux monsieur. La semaine de sortie juste derrière Call of Duty, sans compter en plus les joueurs du Game Pass, donc vraiment une très très belle performance en termes de vente. Et c'est vraisemblablement un succès qui aurait inspiré Lucasfilm Games à capitaliser sur la licence et envisager des suites. Bon, on n'a toujours pas joué au jeu puisqu'il n'est pas encore sorti sur PlayStation, donc on attend de voir la suite. Moi j'y ai joué, et je l'ai dit, il est vachement bien le jeu. Mais moi je l'ai téléchargé, mais je ne l'ai pas encore lancé parce que j'étais sur autre chose. Mais tu joues dans mais 2 ans. Il a l'air, hein. Tu joues dans 2 ans. Non, celui-là, j'attends vraiment. Les jeux vidéo, je suis un peu moins monomaniaque. Mais Non, le Indiana Jones, il est vraiment très très cool, effectivement, et il mérite tout à fait tous les louanges et son succès. Puis moi, en français, ça fait plaisir quand même d'entendre la voix originale. Même si on sent qu'il y a un petit peu de vieillissement quand même. On le sent un peu. Écoute, mais c'est normal. Personne ne rajeunit. Non. On passe à l'édition et le livre. Grosse news chez Netflix avec une nouvelle adaptation d'une série littéraire avec les romans Twisted d'Anna Huang qui vont être adaptés en série. Les livres Twisted, donc il y a 4 tomes, c'est un énorme succès littéraire en France et dans le monde. Et donc du coup, l'autrice aurait conclu un contrat à 7 chiffres avec la plateforme. Netflix qui compte bien continuer sur sa lancée de succès, notamment après Bridgerton et Virgin River. Donc voilà, l'édition, on le sait aussi avec Prime, c'est devenu un vrai vivier de super adaptations, d'adaptations de séries. Super, après on ne sait pas encore. L'IA serait bientôt en bibliothèque. C'est ce qu'affirme un groupe de travail composé de 4 bibliothécaires qui sont justement chargés d'une mission de création d'une IA qui permettrait de les assister au quotidien. Ils sont en train de bosser sur un prototype en open source qui sera disponible pour tous et qui aura pour but à la fois d'aider les usagers, mais aussi les bibliothécaires. Mais bien sûr, tout en répondant à plusieurs questions cruciales comme notamment l'impact écologique qu'a l'IA aujourd'hui ou encore la confidentialité des données. Mais bon, si ça peut les accompagner... Why not? Affaire à suivre. Et excellent. Pendant ce temps-là, moi, ma bibliothèque, elle est fermée parce qu'elle a plus de chauffage. Alors, si tu veux le progrès, on va peut-être attendre un peu. Ma bibliothèque, elle est fermée parce qu'il n'y a plus de chauffage. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'en ce moment, en France, il y a pas mal de problèmes d'endroits avec le chauffage, des écoles, des trucs comme ça. Et à midi, ma cantine, elle n'avait plus de chauffage non plus parce qu'il a fait trop froid d'un coup et ça a pété. Ok. Voilà. Tout le monde s'en fout. Non, moi j'ai pas de chauffage parce que j'ai pas assez d'argent pour le mettre. Let's go! Oh non. Mais c'est pas grave, j'ai des plaids, donc ça va. Bon. Ok. Vive les plaids. Oui. Sauf les coupables. Excellente transition, puisque après l'IA, là on va parler de George Orwell qui va être célébré outre-Manche avec une pièce de 2 livres qui lui sera dédiée à l'occasion des 75 ans anniversaire de son décès. L'écrivain britannique, père du roman culte 1984, va avoir un hommage justement à ce livre qui sera immortalisé sur les pièces à travers un œil et l'inscription « Big Brother vous surveille », une œuvre de l'artiste Henry Gray, et c'est une pièce qui vous coûtera la modique somme de 17 livres, donc 17 pounds. Orwell rejoint ainsi plein d'autres figures littéraires qui ont eu leur petite pièce dédiée, comme Tolkien, Shakespeare ou Jane Austen. J'ai pas encore de date pour ça, mais je crois que c'est courant janvier si vous êtes dans le coin, et je pense que vous pouvez aussi la commander en ligne.
Côté musique, sacrée semaine pour Jeremy Allen White. Oui, j'ai bien dit musique, puisque alors l'acteur a remporté pour la 3e fois le Golden Globe du meilleur acteur pour son rôle dans The Bear, mais il a surtout reçu la validation ultime, celle du boss Bruce Springsteen, qui a confirmé qu'il adorait l'acteur et qu'il le trouvait vraiment fabuleux pour l'incarner dans son biopic, puisque vous le savez, il y a un biopic prévu sur Bruce Springsteen. Biopic. Selon le boss. Tu voulais dire quelque chose? Oh non, je vais lui dire la grosse merde, t'as bien fait de passer à la suite. Jeremy Allen White chante très bien, c'est un acteur incroyable et il fait vraiment un super boulot. Vraisemblablement, Bruce se promène sur le tournage et prend un malin plaisir justement à les accompagner. Et rappelons aussi que Jeremy Allen White a prévu de chanter lui-même les chansons du boss. Donc pour le coup, on l'attend un petit peu au tournant. Mais avec la voix de Georges Brassens. C'est un peu con. Toujours côté musique, la chanteuse Pomme a rembarré Kanye West. Le titre Soleil Soleil aurait inspiré le rappeur qui s'est filmé sur les réseaux sociaux en train de le sampler. Le hic, c'est que Pomme, elle a jamais donné son autorisation et elle est en profond désaccord. Elle se dit et elle a affirmé être en profond désaccord avec les positions politiques du rappeur. Donc elle a clairement interdit l'usage de sa chanson et elle a bien raison. Bravo Pomme. Et enfin... Tatin. Enfin, on termine avec un petit top 5 musical des plus grosses ventes de vinyle de 2024, puisqu'il y a quelques surprises intéressantes. Alors, on n'est pas hyper étonné de la première position qui est pour Billie Eilish, la seconde pour Taylor Swift, mais en fait, c'est Bob Marley qui brigue la 3e place des meilleures ventes de vinyle pour 2024, propulsé par justement le biopic qui est sorti et qui a vraiment bien fonctionné d'ailleurs en France. Je crois que c'est plus d'1 million d'entrées. Bob Marley aurait répondu En 4e place, on retrouve le nouvel album de Linkin Park. J'ai pas envie de commenter. Et enfin, une autre belle performance aussi grâce à un biopic, puisque c'est l'album Back to Black d'Amy Winehouse qui brigue pour le coup la 5e place. Donc voilà, dans le top. Et Amy Winehouse aurait aussi répondu deux vétérans qui reviennent justement sans forcément avoir d'actu. Ils sont morts, donc évidemment. Mais grâce aussi. Ça va pas, Sarah. Moi je dis, il y a des morts qui ont plus d'actu que certains vivants, mais quand même. Cinéma et grâce au biopic, donc voilà. Voilà pour les petites news, merci à tous. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, Insta, TikTok, Facebook et surtout Blue Sky. À bientôt. Bisous, bisous. Merci Sarah pour le rire parce que là, franchement... Ah, c'était génial. J'ai adoré. Oh putain, je m'y attendais pas. Ah là, bon, voilà, c'était pour les news. On va passer du côté de la recommandation avec ta recommandation, Elodie, qui est pour les gens qui aiment lire. Oui, parce que vous savez, Stephen King a un don incroyable, celui de vous faire perdre la notion du temps. Et c'est avec l'Institut, un de ses derniers romans, que j'ai eu cette sensation rare de lire un livre qui prend aux tripes dès les premières pages et qui ne m'a plus lâché. Je vous avoue que je l'ai goinfré, je me suis empiffrée, j'arrivais plus à le lâcher. Ça a été publié en 2019 et c'est un roman qui mélange thriller psychologique et fantastique comme à l'habitude de Stephen King, et il nous plonge dans un univers aussi captivant qu'inquiétant. Il faut imaginer des enfants dotés de capacités spéciales enlevés et séquestrés dans un lieu mystérieux appelé l'Institut. Vous ajoutez à ça une organisation secrète, des expériences cruelles et une ambiance oppressante, et là, vous voyez tout de suite pourquoi j'ai aimé. Voilà, c'est la recette parfaite. On torture des enfants, c'est génial. Donc, pour l'histoire, donc ça démarre avec Luke Ellis, un garçon surdoué de 12 ans, qui mène une vie relativement normale jusqu'à ce qu'il soit kidnappé. Il se réveille dans un endroit assez étrange, donc l'Institut, et là, il va découvrir d'autres enfants qui sont tous dotés de capacités télépathiques et télékinésiques, et ils sont soumis à des tests terrifiants. Mais l'Institut n'est pas qu'un simple laboratoire, c'est une prison où les enfants sont manipulés et poussés dans leur dernier retranchement. L'univers du roman aussi, entre le quotidien des enfants emprisonnés et les rouages inquiétants de cette mystérieuse organisation, et vous vous doutez bien que le but, c'est de la faire tomber.
Ce qui fait la force de l'Institut, c'est plutôt sa manière d'équilibrer entre l'horreur du contexte avec la profondeur humaine des personnages. Ici, donc Stephen King va explorer des thèmes assez poignants comme le courage face à l'injustice, la force de l'amitié, même si ça fait un peu cucu de dire ça, et surtout les limites de l'éthique scientifique. Et puis, c'est un Stephen King, donc il excelle à créer une tension qui monte crescendo avec des révélations qui vous laissent bouche bée jusqu'à la dernière page. Côté personnage, Luc, donc le personnage principal, est assez impressionnant parce que c'est un enfant qui est brillant, il est surdoué de base, mais il reste quand même profondément humain, il est capable de douter, d'avoir peur, mais aussi de prendre des décisions courageuses que même certains adultes n'en seraient pas capables. On a aussi donc tout un groupe d'autres enfants comme Kalisha et Avery qui apportent une richesse émotionnelle et une solidarité qui renforcent l'impact du récit. Et quant aux antagonistes, ils sont assez glaçants de réalisme. Ça rend quand même leur cruauté encore plus insoutenable. En fait, on est dans un roman où il y a une atmosphère qui est assez oppressante mais fascinante. Il y a des descriptions très précises qui donnent vie à l'Institut. Vraiment, on ressent chaque couloir froid et chaque murmure de résistance parmi les enfants. C'est un style qui est toujours fluide et efficace et on alterne entre des passages assez introspectifs et des scènes d'action haletantes. C'est un rythme bien dosé et c'est ce qui fait qu'on ne veut plus du tout poser le livre, même si c'est vraiment un pavé. Franchement, ça se lit hyper vite. Et donc, si vous aimez les thrillers psychologiques avec une pointe de fantastique, je pense que l'Institut est fait pour vous. C'est une lecture qui est quand même accessible, plus que certains autres Stephen King. Il est beaucoup moins gore que on va dire ses premiers romans et les plus célèbres, les Carrie et compagnie. C'est pas très gore. Il y a des scènes un petit peu gore, mais c'est plus de la torture psychologique en fait. Et faut juste être attentif qu'il y a certains thèmes comme la maltraitance et l'expérimentation qui peuvent être difficiles à lire. Notamment, je rappelle qu'on s'attaque à des enfants. Donc même si moi ça m'amuse beaucoup de lire ça, c'est pas le cas de tout le monde. Bon, ça reste quand même un des incontournables de Stephen King et voilà, donc ça reste un roman qui tient en haleine et puis on aborde quand même des questions assez profondes comme jusqu'où on peut aller pour le bien de l'humanité parce que c'est de ça qu'il est question. Mais au-delà des réflexions, c'est un récit palpitant qui joue avec nos émotions. On s'indigne, on garde espoir et on a aussi de l'admiration pour la résilience des enfants. Donc en résumé, c'est une autre œuvre qui prouve le génie de Stephen King et c'est assez captivant, c'est assez émouvant, c'est terriblement efficace. Si vous ne l'avez pas encore lu, foncez et en plus, il sera bientôt, on sait pas trop quand, mais bientôt adapté en série par MGM+. Donc c'est l'occasion de le lire avant que ça sorte en série. Oui, je confirme, ma femme l'avait lu, elle avait vraiment beaucoup apprécié ça, l'Institut. Moi, je l'ai pas encore fait. Il y a autre chose à lire. Il est sorti quand? En 2000, qu'est-ce que j'ai dit en 2019. Ouais. Ok. Ça fait envie en tout cas. Ouais, non, il est vraiment cool et pour le coup, ouais, vraiment, si vous aimez pas les œuvres gore et qui décrivent des boyaux pendant 200 pages, là, c'est vraiment pas ce style-là. Donc, il est peut-être plus abordable que certains autres de Stephen King si vous n'êtes pas trop à l'aise avec vraiment l'horreur, en fait. Ouais. Désolé, j'ai coupé le micro parce que forcément, on a beau dire silence s'il vous plaît dans le studio, il y a des enfants qui ne comprennent pas ça. Aïe. Écoute, j'ai un bon roman sinon qui peut te donner des exemples. Oui, justement, je suis en train d'y penser là. Et puis vu que c'est un gros pavé, tu peux les assommer avec si besoin, si ça va pas assez vite. C'est vrai. Oui, c'est ça, je peux prendre n'importe quel livre et puis un beau livre relié, boum. Et si tu mets si tu découpes les pages à l'intérieur et que tu mets une statuette dedans ou un pavé, c'est encore plus lourd, ça marche bien. Ah, on va le connaisseur. Oui. C'était approuvé. Testé, approuvé. De mon côté, j'ai un petit récap comme ça, parce que j'ai, justement en parlant des enfants, on a terminé Young Sheldon. J'avais pas terminé, j'avais commencé il y a déjà pas mal de temps, et puis en fait j'ai tout recommencé depuis le début avec mes filles, et puis on a donc terminé la série. Je sais pas si vous aviez regardé Big Bang Theory ou pas, j'ai vu Young Sheldon. Big Bang Theory et j'ai vu 2 saisons de Young Sheldon. Voilà, moi, j'ai regardé quasiment tout Big Bang, mais Young Sheldon, non. Marre.
Non, mais c'était vraiment très bien. C'était vraiment très très bien. Et la dernière saison, et surtout les derniers épisodes, se concentrent sur attention, spoiler alerte, sur la mort du père de Sheldon. Et c'était, comment dire, je l'ai toujours dit, hein, la comédie, quand il s'agit de faire passer des choses un peu plus dures, ça marche vraiment très très bien. Et là, c'était vraiment très 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 dur. C'était vraiment bien fait, sans trop en faire justement, mais la façon dont c'était fait, tu ne peux pas ne pas réagir ou sentir la souffrance, surtout quand tu vois que le père de Sheldon meurt à 42 ans. Ah. Voilà. Putain. Mais c'est une fiction, Fred. C'est tout une va fiction, bien. Ce n'est pas pour de vrai. Il est en moins bonne santé que moi quand même. Mais voilà, tu dis, ouh là, c'est un peu dur. Bref, des choses plus légères aussi, j'ai regardé. J'ai regardé le premier épisode de Shifting Gears avec Tim Allen et je suis en train de retrouver son nom. Chaque fois, j'arrive pas. Kat Dennings et Sean William Scott. En gros, si vous avez aimé les séries avec Tim Allen par le passé, il n'y a pas de raison que vous n'aimez pas celle-là, parce que c'est exactement la même construction, c'est exactement les mêmes créateurs, hein, Mike Scully et Julie Scully. Ça parle de quoi ? Ça parle d'un veuf qui un jour voit débarquer dans son garage sa fille qu'il n'a plus vue depuis longtemps avec ses enfants, parce qu'elle a quitté leur père, et donc en fait ils doivent cohabiter. Et bon, c'est la sitcom assez classique, mais ça marche bien parce que dans l'écriture ça pique là où il faut, et puis c'est la confrontation de deux Amériques bien différentes, hein, libérales et plus comment dire, plus ah merde, j'arrive plus à trouver le mot, conservatrice. Voilà, donc vraiment c'est quelque chose que j'ai bien aimé, en tout cas pour le premier épisode. J'attends de voir d'autres. C'est commencé la semaine dernière, le 15 janvier. Le 15 janvier c'est le prochain épisode, mais c'est commencé la semaine dernière. Sinon j'ai aussi regardé sur Netflix. Moi il y a un comédien que j'aime beaucoup qui s'appelle Gabriel Iglesias, aussi appelé Fluffy. Voilà, oui. Je sais pas si vous connaissez. Oui. Et il y a son nouveau spectacle qui est arrivé sur Netflix ici en fin d'année. J'ai regardé, c'est Legend of Fluffy, ça s'appelle. Ça a été tourné au Hard Rock Hotel à Miami. Et c'est du Fluffy, quoi. C'est le truc où c'est méchant contre personne. C'est très drôle. Ça parle de choses très très proches de lui. C'est un humour que j'aime bien, parce que c'est un humour assez familial finalement. Et j'ai vraiment beaucoup aimé celui-là. C'est toujours un plaisir de le retrouver. Et dernier point, on parlait des attentes que vous avez pu retrouver sur les réseaux sociaux, nos attentes de 2025. La mienne, c'est The Alters, qui est un jeu vidéo qui est de 11-bit Studio, qui arrive ici au premier trimestre 2025. Donc, il n'y a pas encore de date précise, mais en tout cas, j'ai pu essayer une démo. Et la démo n'a fait que confirmer mes attentes. Et The Alters, c'est un jeu de survie science-fiction où en gros on est au contrôle d'un mineur de l'espace qui va, par un truchement du scénario, créer des versions alternatives de lui-même pour pouvoir l'aider à survivre sur cette planète. Et les personnes qu'il va créer, en fait, à chaque fois que l'on va en créer une, on va devoir choisir à partir de quel moment de la vie de Yann on veut le créer, à quel embranchement on veut le créer. C'est-à-dire que par exemple dans sa vie, quand il était enfant, il s'est retrouvé à devoir, se battre, et là on pourra dire je me suis battu ou je me suis pas battu, et selon les choix qu'il a fait dans la vie aux embranchements, ils auront des capacités en plus, en moins, ou plus portées vers certaines choses pour nous aider sur de la technologie par exemple, ou de la mécanique. Et donc c'est avec des choses assez puissantes et assez prenantes. La démo elle dure 2 heures, donc c'est vraiment quasiment rien du jeu, et l'ambiance elle est folle, les musiques sont dingues aussi. Ça a l'air hyper intéressant comme gameplay. Et c'est très très intéressant parce qu'en fait on joue... Donc on doit aller récolter des choses sur cette planète, mais au bout d'un moment, il y a des radiations, donc on doit vite rentrer dans la base, qui est une base un peu modulaire,
où on va pouvoir justement placer soi-même les éléments de notre base, de passer d'un niveau à l'autre pour faire ses petites recherches et évoluer là-dedans. Et puis on aura besoin d'aide assez rapidement parce que forcément on peut pas tout faire tout seul, surtout il y a une question de temps dans tout ce qu'on doit faire. On doit aller faire entre telle et telle heure parce que sinon, si on bouffe le temps de récolte, on a moins de ressources, donc on peut moins travailler dessus. Et on a une discussion assez bizarre avec une espèce d'intelligence artificielle qu'on comprend à moitié et qui n'a pas l'air très amicale non plus. Donc franchement, je vous conseille d'aller voir quelques vidéos de gameplay et écouter juste la BO aussi parce que vraiment c'était assez fou et j'ai hâte que ça sorte. Et ça sortira sur PC, PlayStation 5 et Xbox. Mais encore une fois, voilà, premier trimestre. Je sais pas quand. Donc ça arrive lourd. Ça arrive lourd et quand ça arrivera, je pense que de toute façon, j'en reparlerai. Ça, c'est certain. Mathieu, toi de ton côté, tu avais une recommandation qui demande de voyager. Ah oui, il demande de débourser encore une fois quelques centaines de dollars. Ouais, à peu près. Ouais, parce que je continue ma saga en 3 actes de les Mathieu aux États-Unis. Donc si vous allez aux États-Unis en Floride, je vous conseille d'aller à Universal Orlando, qui est la dernière grosse destination que je vous recommande. Alors, pour vous expliquer qu'est-ce que c'est que en gros, à côté de Disney World, il y a un autre très gros parc d'attractions qui est là basé sur les licences du studio Universal. C'est environ à 20 minutes en voiture. Ou si vous n'avez pas de voiture, en Uber. Vous ne pouvez pas y aller à pied en tout cas, ni en bus, sauf si vous voulez mourir. Mais ne le tentez pas. Et là-bas, vous avez 3 parcs d'attractions qui sont Universal Studios Florida, Universal Island of Adventure, Universal Volcano Bay, et d'ici que vous y alliez, potentiellement un 4e parc qui s'appellera Universal Epic Universe et qui ouvre le 22 mai. Je vais pas vous raconter tout ce qu'il y a à faire déjà parce que je ne sais pas, étant donné que ce sont quand même des grands parcs, j'ai pu en faire 2, mais je n'avais qu'une journée, donc des choix ont dû être faits, et des choix basés sur mes goûts personnels. Donc j'ai bien fait, je pense. Mais vous pouvez donc dans le premier parc Studio Florida, là c'est surtout basé sur des grandes licences et c'est l'atmosphère d'un studio de cinéma, un peu comme on a à Disneyland Paris, mais en mieux. Et donc là vous avez le land des Minions, vous avez le land de New York où dedans il y a la Momie, il y a Blue Brothers, Transformers, etc. Vous avez le land DreamWorks où vous avez une zone Kung Fu Panda, Shrek, etc. Et qu'est-ce qui est intéressant, en fait, je vais aller assez vite pour vous dire qu'est-ce que je retiens de ce parc. Je retiens de ce parc de faire la première partie du Wizarding World d'Harry Potter, où c'est le land qui est thématisé sur le thème du chemin de traverse et de Londres, qui est très très joli. Vous avez une très belle perspective avec la banque et le dragon du dernier film qui crache du feu, et une super attraction qui s'appelle Escape from Gringotts, qui est quand même à sensation forte et très bien faite technologiquement. Donc voilà, moi sur ce parc-là, je retiens surtout ça. Le reste, il y a des choses sympathiques comme Rip Ride Rocket, où à chaque fois que vous allez c'est un roller coaster où vous choisissez la musique que vous voulez avoir dans les oreilles pendant le tour, ou alors l'attraction adaptée du film La Momie des années 90 est chouette aussi. Mais le meilleur parc pour le moment, ça reste Isle of Adventure. Pareil, là je n'ai pas tout fait, j'ai juste traversé sans faire les attractions du land Marvel, du land King Kong et du land Dr Seuss. Mais l'attraction Popeye est très bien. Mais je vous recommande surtout 2 attractions. La première c'est, attention c'est très long, Hagrid's Magical Creatures Motorbike Adventure. Ils aiment beaucoup aller sur ChatGPT, mettre des mots-clés au pif et faire un titre, alors que tout le monde l'appelle Hagrid. Voilà, allez faire Hagrid. Donc là, vous êtes dans la moto d'Hagrid et vous traversez le château de Poudlard, ce qui est très très joli et fun à faire pour sauver un bébé licorne ou un truc comme ça. Je sais plus comment il s'appelait, mais c'était fun. Après, moi, je l'ai fait dans le petit siège. Je vous recommande de le faire dans le grand. Ça a l'air beaucoup plus fun parce que vous avez l'impression de tourner la moto.
Mais mon attraction préférée reste incontestablement, et je n'attends pas les autres avis des gens, Velocicoaster, qui est l'attraction basée sur Jurassic World, qui est pour moi le meilleur roller coaster que je n'ai jamais fait de toute ma vie. Il va à une vitesse incroyable, il est hyper immersif. Chaque fois je me dis ok c'est bon, je suis rassasié, ils pourront pas faire mieux, il y a le prochain tournant. Et voilà, j'ai eu la chance de la faire 2 fois, et même la deuxième fois je suis resté sur mon avis de c'est une attraction incroyable. Je vous invite à aller sur YouTube si vous n'avez pas l'occasion d'aller en Floride, parce que tout le monde ne peut pas le faire, et que vous aimez bien les parcs d'attractions, de regarder je sais plus comment ça s'appelle. Vous tapez Velocicoaster Ride 4K, et voilà, et vous voyez à la place du passager, et vous vous dites que là ça va vite, ça va très vite. Et je vais me permettre de faire un jump de récap en mode quelles sont vos attentes prochainement, parce que je ne l'ai pas fait du coup, pour vous parler de Epic Universe. Donc là je ne peux pas vous dire c'est bien, c'est pas bien, mais ça ouvre en mai. C'est sûrement le truc qui est le plus attendu niveau parc d'attractions dans le monde en ce moment. Et quand ils ont annoncé le truc, je me suis dit, ils ont lu dans le cerveau des gens, ils ont dit qu'est-ce qu'ils veulent, et on va tout leur donner, et on va faire mieux, et pas juste on va faire le minimum syndical pour avoir leur argent, on va faire les choses bien. Et du coup, Epic Universe, c'est un 3e parc qui est basé aussi sur les grandes licences actuelles de Universal. Mais là, il y a 5 grands lands. Le premier, c'est Celestial Park, qui se base sur les constellations, et donc là, on va avoir un très gros roller coaster qui sera un peu le centre du parc. Et ensuite, on va aller à chaque fois sur l'une des constellations. Et elles sont au nombre de 4. Le premier, c'est le Dark Universe, qui sera inspiré des films classiques de monstres universels comme le Loup-garou, Frankenstein, Dracula. Et du coup, on va avoir enfin un univers super sombre dans un parc d'attractions avec des trucs qui font peur. Et donc, j'ai très très hâte. On aura Isle of Berk, et là, c'est adapté des films dragons. Donc on va pouvoir monter à dos de croque-mou. Et juste pour ça, moi je veux faire ça. Ça va être incroyable. Et se balader dans la ville de Burke. Donc ça a l'air trop trop cool. Ensuite, on a un nouveau Super Nintendo World qui ouvre, mais encore plus grand. Il y aura une attraction sur Bowser ou Mario Kart, je ne sais plus. Une attraction sur Yoshi et une attraction sur Donkey Kong qui a l'air trop bien. Et enfin, une 3e extension du Wizarding World d'Harry Potter, avec cette fois le ministère de la magie. Je ne vous en dis pas trop plus, mais quelques images ont fuité, et ça a l'air d'être une grosse dinguerie. Donc voilà, qui sera là plus sur les animaux fantastiques. Mais ça a l'air quand même assez incroyable comme parc d'attraction, et du coup j'étais un petit peu deg en partant, parce que j'avais l'occasion de partir cet été-là et pas l'été d'après. Si j'avais pu partir l'été suivant, je l'aurais fait, parce que ça a l'air d'être un gros concurrent de Disney, et d'être une sombre dinguerie, comme disent les jeunes. Voilà. C'est vrai qu'aux États-Unis, Universal et Disney, ils se tirent bien la bourre, surtout que là, en plus de ça, tu as Disney World en Floride. C'est ça. Et du coup, Universal va arriver à démonter Disney. Et donc Disney, là, ils sont en panique pour essayer de garder des gens, mais au lieu, ils ouvrent rien en même temps. Du coup, ils sont juste en train de brader les tickets à fond, avec des moins 70% sur les réservations dans les hôtels, pour justement éviter que tout le monde aille à Universal, parce que ça va être fou. Alors que pendant ce temps-là, ils font plus 70% à Disneyland. Exactement. Paris. Et je le cale là aussi, si vous vous demandez mais pourquoi est-ce qu'ils font un live action dragon, c'est nul, c'est pareil que le dessin animé mais en moins bien. Eh bien vous avez entièrement raison. Mais c'est uniquement parce qu'il y a un land de dragon qui ouvre cet été, et du coup il faut faire de la pub, et quoi de mieux que faire une énorme pub géante en film qui met 1 an et demi à faire et pas 10 ans. Bah voilà, vous avez votre réponse. Il y aura pas de suite à ce film, c'est juste pour faire comme une pub McDo mais en plus gros. Voilà. L'argent. C'est tout. Et puis les licences, il faut les garder, les licences. Comme surtout la licence 4. Oui, effectivement. Rien à voir avec la licence 4, plutôt avec une licence médicale.
est arrivé donc la semaine dernière The Pit sur Max. Série donc par R. Scott Jamil et John Wells. John Wells à qui on doit quelques épisodes sur Shameless et aussi sur Urgence et quelques, je pense, producteurs, si j'ai bien vu, ils le mettent en avant sur l'affiche de The West Wing. Et avec en tête d'affiche Noah Wyle, le fameux docteur Carter de Urgence. Et parce que donc c'est une série hospitalière qui compte 15 épisodes, chaque épisode dure 1 heure et c'est un espèce de un peu comme 24 où chaque épisode c'est 1 heure du temps passé dans ces urgences à Pittsburgh. C'est une série donc médicale où en gros faut pas s'attendre forcément à voir le retour du comment dire de Carter non plus, même si c'est difficile quand tu connais bien la série Urgence de voir le visage de Noah Wyle sans y penser, mais là il est un peu plus sombre. C'est une série qui va pas avec le dos de la cuillère, qui est très graphique quand il le faut, il va à fond dans le sujet justement des difficultés des hôpitaux aux États-Unis, et je pense que ce n'est pas qu'aux États-Unis les difficultés des hôpitaux, Voilà, on se sait aussi là-dessus. Ça y va sans concession. C'est même parfois un peu rude, mais c'est très très efficace. J'ai vu les 2 premiers épisodes. Donc voilà, donc les 2 suivants arrivent cette semaine, si je me trompe pas. Et j'ai pris l'abonnement, en tout cas ici, au moins déjà pour 1 mois pour Max, alors que je l'avais pas jusque-là. Juste parce que j'avais envie de voir la série de façon légale. Et moi j'en suis sorti vraiment avec un peu d'envie de vomir. Vous savez, faut le savoir avant de le lancer, quoi. On a bien compris que tu as envie de vomir. Surtout le premier épisode. Le deuxième est un peu plus, je vais pas dire sage là-dessus, mais par rapport à ce qu'on nous a mis dans la tête dans le pilote, ouais, ok. Alors qu'il faut se dire que ça arrive, et là, il est 7h du matin dans le service d'urgence de l'hôpital de Pittsburgh. Donc là, tu te dis, ça commence fort la journée, c'est... Voilà. Oui, mais il y en a pour qui c'est la fin de journée, 7h du matin, tu vois. Donc... Mais justement, on voit qu'il y a un médecin qui s'en va et qui a eu aussi du mal, c'était sa fin de journée, et il dit, ça a été une horreur cette nuit, et voilà. L'horreur joue là-dessus. En plus de ça, on joue sur le fait que ce jour-là, c'est le jour anniversaire du décès de l'ancien chef de l'hôpital qui apparemment est mort dans des circonstances assez étranges qui nous viennent un peu par flashback traumatisant du personnage principal. Donc voilà, moi j'ai 2 épisodes, je suis très convaincu. J'espère que le concept et le rythme va être maintenu comme ça, peut-être même accéléré un peu sur les prochains épisodes. On est à 2 épisodes par semaine. Et donc ça, c'est assez cool. De toute façon, en même temps, binger ça, faut le vouloir. Donc franchement, je vous le conseille si vous aimez les séries médicales qui essayent de se raccrocher le plus possible à la réalité, tout en mettant un petit peu d'humain au milieu. Je pense que tu parles de 911 quand tu dis ça. Mais 911, le problème, Quel problème ? Y a pas de problème. 911, c'est du too much qui peut arriver limite à être grotesque. Oui, mais tout le temps. Voilà. Mais c'était une blague quand je te disais ça en mode du réaliste, parce que 911 non. Non, 911, j'ai regardé la première saison. Dès les premiers épisodes, tu sais très bien que ça va pas. Si je me rappelle bien, c'est la première saison qu'il y a le bébé qui est coincé dans les. C'est le premier épisode. Voilà, c'était réaliste encore. Non, oui. Parce que je fermez les oreilles si vous ne voulez pas savoir ce qui va se passer dans le dernier épisode de 911 Lone Star. 911 Lone Star a été annulé. Ils se sont dit, on a déjà littéralement Jump the Shark, qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? Et donc pour les 3 derniers épisodes, les pompiers vont devoir affronter l'arrivée d'une météorite. J'ai trop hâte. Ça va être génial. Ils vont sauter la météorite. Exactement, ça va être trop bien.
Ça va être trop bien, comme tu le dis. Enfin voilà, en tout cas, The Pit, je vous le conseille. N'hésitez pas à venir en discuter. Et j'espère que dans les prochaines semaines, on va pouvoir en discuter avec d'autres personnes du podcast qui l'auront vu. Et enfin, un peu confronter nos avis. Et voilà, on a fait le tour de tout ça. Dis donc. Waouh! On a fait un temps record là, non? On a fait un... Non, ouais, peut-être. Non, mais moi j'ai quand même un dernier mot. Tu as un dernier mot? Oui, j'ai un dernier mot. C'est que, je vous l'avais promis, je viens d'appeler le Père Noël. Alors, le Père Noël n'est pas un téléphone rose. Je suis désolé. Par contre, le Père Noël est un gros menteur. Parce que le Père Noël apparemment était pas là, m'a pas répondu parce qu'il allait nourrir ses rennes, alors que le numéro est localisé à Cannes. Donc en fait, le Père Noël est juste sur la plage avec une bombasse et c'est un gros mytho. D'accord ? Il est au casino, le mec. Merci pour ton investigation. Bon, mais pas de problème. Merci, Bon, c'est bien, ils ont prévu le coup. Ils ont prévu le coup correctement. Enfin voilà, on a donc de la recommandation avec du livre, avec l'Institut de Stephen King. On a le parc Universal en Floride, si jamais vous passez par là, on ne sait jamais. C'est ton. Ouais, par hasard. Et The Pit aussi, donc en série sur Max. Et puis vous pouvez regarder, tant qu'à faire, Legend of Luffy sur Netflix. Hein, c'est histoire de rire après un épisode de The Pit où on s'est dit... C'est dur. Bon, en tout cas, merci à vous de m'avoir accompagné. On vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux et la semaine prochaine sur Twitch, sur YouTube et aussi en podcast, bien entendu. En attendant, on vous souhaite de bonnes découvertes culturelles, de bonnes semaines, de bonnes journées, de tout ce que vous voulez et surtout de bonne journée. Et celui-là, il veut pas en fait. Bonne Ah, yeah. Il est bien, attends.